Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les systèmes de détection de crise d'épilepsie. Lors de la dernière communauté de pratique handicap et épilepsie qui s'est tenue à Nantes, vous êtes un certain nombre à avoir sollicité Dr Latour, neurologue, sur ce sujet. Eh bien, on a la chance de l'accueillir aujourd'hui et je suis actuellement en sa compagnie et il va venir répondre à vos questions. Bonne vidéo. Merci. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Donc, je suis à la fois sur le centre phare et également sur l'établissement de la TEP, dont une de mes missions, entre guillemets, est d'être responsable de l'unité de recherche clinique. Cette unité de recherche clinique est jeune, elle date de 2 ans, et dans ces projets de recherche actuels qui sont développés, ces derniers reposent sur le triptyque qui est la philosophie de la TEP, qui est d'essayer d'améliorer la qualité de vie des patients ayant une épilepsie pharmacorésistante, avoir des patients acteurs de cet accompagnement, mais comme vous le verrez également acteurs dans tous nos développements de recherche, et aussi l'intérêt que l'on peut voir sur notre structure de la TEP, c'est qu'on est ce qu'on appelle en milieu écologique, c'est-à-dire qui ressemble le plus possible en milieu de vie et qui permet soit de faire des recherches originales ou en tout cas compléter des recherches qui ont été initiés dans les unités, les centres hospitaliers universitaires ou les laboratoires de recherche INSERM, CNRS en France, mais dans d'autres structures de recherche également européennes. À partir de cette présentation, vous avez donc posé plusieurs questions lors de la dernière communauté de pratique qui a eu lieu à Nantes, et donc je vais essayer d'y répondre le mieux possible. La première question, et pourquoi chercher des crises? Effectivement, j'ai pas détaillé dans mon introduction quelles étaient les grandes thématiques au niveau de l'unité de recherche de la TEP sur nos thématiques de recherche. Une de nos thématiques est la détection de crise, qu'on appelle DetecTEP. Alors pourquoi en sommes-nous arrivés à développer cet axe-là? Ça, bien sûr, de notre pratique clinique quotidienne, également par rapport aux souhaits des personnes épileptiques et de leurs aidants. Et là, justement, je voulais, sur cette diapositive que je vous remets, vous montrer de façon illustrative ce que je suis en train de vous dire, qui est un recueil auprès de 1056 patients ou aidants de personnes épileptiques. Qu'est-ce qui leur semblerait intéressant que les chercheurs fassent dans la recherche, en tout cas focalisent leurs efforts dans la recherche. Alors, je vais vous l'agrandir, juste pour illustrer le propos, de quelques thèmes, et on voit, bon, bien sûr, la première item qui ressort, c'est d'arrêter les crises, d'améliorer la qualité de vie, c'est quand même la deuxième entité qui ressort de ce sondage, réduire les effets secondaires des médicaments, aider à la mise en place de nouveaux traitements dans les années à venir, etc., etc. Et on voit également que rapidement vient également le développement de systèmes pour améliorer la prédiction de crise. Donc, ça semble être important, ces systèmes de détection de crise. Alors, il faut bien différencier ce qu'on appelle dans notre jargon la détection de crise et la prédiction de crise, qui n'est pas tout à fait la même chose. Et la prédiction de crise, c'est un petit peu plus complexe à développer. Je vais pour l'instant me concentrer sur pourquoi avoir un système de détection de crise. On vient de voir dans ces différents souhaits des personnes et aidants de personnes épileptiques dans le développement de la recherche. Si on va un petit peu derrière tous les différents items, c'est quand même la crise qui reste la pierre angulaire de tous ces souhaits. Arrêter les crises, c'était le premier item qui ressortait de ce sondage. On voit, il y a le mot crise. Donc, pour arrêter les crises, il faut qu'on sache d'où on part. Il y avait un autre item qui était le développement de nouvelles molécules. Là aussi, il pourrait être pertinent d'avoir des systèmes qui permettent de détecter précisément le nombre de crises avant l'essai d'un nouveau médicament et pendant l'essai du médicament. Alors vous allez me dire, mais pour l'instant, il y a déjà eu des études, quel est l'intérêt d'avoir un système qui permet de détecter des crises, puisque les études ont déjà été faites et ont prouvé que des médicaments étaient efficaces? Eh bien, puisqu'on parle d'études, des études aussi ont montré que, malheureusement, 50% des crises présentées par les patients
épileptiques ne sont pas reportés par ces derniers. Autrement dit, ils ne se rappellent pas d'une crise sur 2 et la nuit, c'est même 8 crises sur 10. Donc, c'est quand même pas forcément très fiable le reporting des patients par eux-mêmes ou des aidants. Et d'avoir un système qui permettrait de détecter 100% des crises, c'est le souhait qu'on aimerait, permettrait d'être vraiment fiable et de pouvoir être très pertinent dans l'analyse en termes de nouveaux médicaments, par exemple, ou autres alternatives thérapeutiques. On parle actuellement du chimique, mais il peut y avoir aussi la méditation, la relaxation, les changements alimentaires, etc. Tout item peut être intéressant, mais pour vérifier de façon scientifique l'efficacité de toutes ces propositions thérapeutiques, il faut quand même qu'on ait un indicateur fiable. Ensuite, la détection de crise aussi peut être importante pour la sécurité. Il y a certaines crises qui peuvent être très intenses et de savoir la quantité de ces crises-là sur une journée, un mois, etc. est importante à savoir. Et puis aussi, malheureusement, il y a certains types de crises qui peuvent, au fur et à mesure du temps, être des facteurs de risque de ce qu'on appelle dans notre jargon de mort subite inattendue chez les personnes épileptiques. Et si on arrive à les déterminer le type de crise et de pouvoir du coup d'avoir un suivi plus précis avec un système qui permet de les détecter et donc adapter des thérapeutiques derrière permettrait, en hypothèse de travail, de réduire ces risques et donc évidemment réduire le risque de survenue de ces morts subites inattendues qui sont toujours un drame, même si elles restent rares, sont toujours difficiles à vivre. Alors, voilà, un petit peu résumé l'intérêt de ces détections de crise. Maintenant, comment réaliser cela? C'est un petit peu complexe. Et je l'aborderai sur une prochaine question qui a lieu, là où on en est la recherche clinique actuellement sur ces systèmes-là. En tout cas, ce qu'on peut déjà introduire ici dans cette première partie, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes disponibles actuellement. Malheureusement, les méthodologies pour valider ces systèmes sont très hétérogènes et ce qui ne nous permet pas, nous professionnels, de pouvoir ressortir vraiment de la lecture de ces articles un système qui nous semble très pertinent. Ils sont hétérogènes par le nombre de patients inclus, ça peut aller de 3 patients à 40 patients, hétérogènes dans les lieux d'expérimentation ou de validation de ces systèmes. Beaucoup sont faits en milieu hospitalier, qui a ses intérêts, mais qui a aussi ses défauts, c'est que ça ne représente pas forcément les lieux de vie. Et le but quand même de ces systèmes, c'est que les patients puissent être chez eux et qu'on ait des systèmes qui soient fiables pour la détection de crise. Et un autre écueil, c'est que la durée de suivi est assez courte. Donc on n'a pas aussi une évolution sur du long terme. Maintenant, il faut être assez positif. Ça a au moins permis ces études de mettre une première pierre à l'édifice et qui nous a permis, notamment, enfin nous, je ne suis pas impliqué dedans, mais des confrères qui sont très au fait de ces études, de proposer une méthodologie un peu plus rigoureuse pour les études à venir et qui permettra aussi d'appliquer toutes les études, d'appliquer cette méthodologie et permettre ainsi de comparer d'une étude à l'autre. Le souci aussi des dispositifs, comme je viens de dire, bon, on ne sait pas trop s'il y en a qui sont plus fiables que d'autres, et puis c'est les coûts. C'est pas non plus dénoué. Faut avoir toujours cette idée en tête parce qu'il y a des systèmes qui peuvent aller jusqu'à 1 500 € le système. S'il n'est pas super fiable, c'est quand même un investissement. Actuellement, c'est pas pris en charge par nos caisses, mais que je peux entendre nos caisses, c'est notre argent, qui sont attentifs à bien le gérer. Et comme je viens de vous le dire, les études n'étant pas si pertinentes que ça, le justificatif de rembourser un système qui n'est pas fiable se pose, et à juste titre. Voilà un peu pour cette partie-là. Je reviendrai un petit peu plus en détail dans la troisième partie de cette présentation. Votre deuxième question, c'est où en est la recherche aujourd'hui? Alors, c'était pas la troisième partie, c'était la deuxième partie, excusez-moi, mais c'est pas très grave. Le but, c'est d'aborder les questions et les réponses. Alors, la recherche aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est assez hétérogène. Néanmoins, il sort quand même des grandes lignes directives, c'est qu'il n'y aura pas de système qui permettra de détecter tous les types de crises. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser comme système de détection? Quelle action explorer? C'est ce qu'on appelle
aussi dans notre jargon les paramètres biométriques, c'est-à-dire enregistrer des différentes données issues du corps, hein, biologiques entre guillemets. Alors, bien sûr, le gold standard, c'est d'enregistrer le gold standard, la donnée qui ne fait pas discussion, c'est l'enregistrement électroencéphalographique. Et quand il y a une crise, on l'analyse et on est sûr de ne pas manquer de crise. Sauf que ces systèmes-là impliquent d'avoir des électrodes actuellement, des électrodes sur la tête, quelques systèmes en sous-cutané, mais ça reste pas quand même actuellement très facile à porter sur du long terme. Donc il y a eu des recherches sur d'autres capteurs entre guillemets indirects de crise, qui sont la fréquence cardiaque par exemple. On sait par des études que dans 70% des crises, quel que soit le type de crise, il y a une variation de la fréquence cardiaque, souvent à type d'accélération de la fréquence cardiaque. D'autres capteurs qu'on peut enregistrer, c'est les mouvements. Ces mouvements peuvent être enregistrés par des capteurs qui enregistrent l'activité du muscle, qu'on appelle des capteurs électromyographiques, ou des capteurs de mouvement basés sur des oscilloscopes ou autres systèmes de capteurs. Après, il y a aussi d'autres capteurs dans certaines crises qui permettent d'enregistrer la variation de la température cutanée, de la sudation, etc. Donc voilà, on a quand même des grandes lignes directives. Ce qui paraît intuitif et que les études ont montré, que si on associe différents capteurs, on sera plus sensible et plus spécifique pour la détection de crise. Hein. Il est évident que si on fait que la fréquence cardiaque, on aura certaines réponses, mais si on fait la fréquence cardiaque plus l'analyse de mouvement, on va être plus pertinent et plus sensible et spécifique pour pouvoir différencier une crise d'épilepsie d'un mouvement qui est un mouvement naturel, du sport, on se lève de son lit, on fait une chute mais qui n'a rien à voir avec une crise d'épilepsie. Donc quand même, les études actuellement ont permis de déterminer ça, qu'il vaut mieux associer plusieurs types de capteurs et qu'on n'aura pas un capteur qui va pouvoir détecter tous les types de crises. Donc les études aussi vont nous permettre à l'avenir de dire pour tel type de crise d'épilepsie, sur les systèmes actuels, c'est plutôt tel système qui va être pertinent. Ensuite, on enregistre un signal et après, qu'est-ce qu'on fait de ce signal? Pourquoi ça explose le développement de ces objets dits connectés, hein, j'aborde le mot connecté, c'est grâce à l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle dans le jargon des ingénieurs le machine learning, c'est que la machine apprend au fur et à mesure à détecter une crise par rapport à ce qui peut être des variations, si on est sur la fréquence cardiaque, des variations de fréquence cardiaque qui sont liées à un effort et donc une variation physiologique, et le système va être capable de différencier, de dire là, je donne pas d'alerte, c'est normal, et là, par contre, c'est pas normal, et c'est une crise d'épilepsie. Et là, par cette intelligence artificielle, qui est pas si artificielle que ça, mais c'est pas le propos aujourd'hui, c'est tout ça est programmé pour donner des choses pertinentes. Mais ce qu'on aborde là, c'est la personnalisation de ces systèmes, qui va permettre d'être quand même très au plus près d'une personne, bien qu'on ait un système qui soit global, mais au fur et à mesure du temps, la machine sur une personne donnée va pouvoir être de plus en plus spécifique. Donc c'est grâce à cette intelligence artificielle et à l'analyse rapide de plein de données qui nous permet d'être pertinent et que jusqu'à maintenant les systèmes ne permettaient pas. Donc c'est pour ça que ça explose beaucoup et que ça va très très vite les développements. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que dans 2 mois, si on fait cette vidéo, je vous dirai pas je dirais pas le contraire de ce que je dis, mais je pourrais être plus précis sur certains items. Donc là, on est sur la technologie. Après, il y a d'autres systèmes et beaucoup de choses qui passent dans la presse, dans le grand public et également au sein des associations de patients, c'est les chiens d'alerte de crise. Est-ce que ça peut être pertinent? Alors, c'est pertinent à 2 niveaux. Premier niveau, c'est que ça permet le chien en lui-même d'avoir un lien social, d'être obligé de sortir le chien, donc c'est obligé à sortir de chez soi. Mais également, s'il arrive à détecter des crises, ça peut être intéressant. Maintenant, voilà, comment dresser ces chiens à détecter des crises? Quel type de crise? Moi, j'ai pas toutes les réponses actuellement. Il y a de la recherche, il y a du dressage. Et on verra, là aussi, ça va très vite. Je pense que dans 1 an, on aura des réponses un peu plus structurées et plus rigoureuses en termes de réponses. Parce qu'actuellement, on voit des cas, 2, 3 cas, une personne, mon chien détecte des crises, qui est probablement vrai, mais c'est pas très scientifique. Voilà, donc là, on est dans la détection de crise.
Mais cette détection de crise, au fur et à mesure du temps aussi, c'est là où l'avenir va sûrement permettre d'être plus pointu et d'être plus personnalisé. On aborde la prédiction de crise. C'est-à-dire que les systèmes vont pouvoir permettre d'analyser ce qui se passe. Alors, excusez-nous, il va y avoir un petit peut-être bug juste avant parce que la vidéo a coupé. Donc, je vais reprendre où j'en étais, qui était donc sur le chapitre où on est la recherche aujourd'hui. Et j'étais donc sur la prédiction dans les chiens d'alerte et la prédiction. Effectivement, la prédiction, voilà, je reviens, excusez-moi, c'était la prédiction sur les systèmes. Là, on a des systèmes qui vont détecter la crise à un moment T, mais comme ils vont enregistrer des données, big data, faut pas, quand on dit ça, on est un peu dans le fantasme, oh, mon Dieu, mais c'est quand même très important. Ça veut dire qu'on a des systèmes qui sont capables d'analyser des grosses quantités de données rapidement, ce qu'on était incapable de faire humainement. Donc, je reviens à mon propos, d'avoir un moment T, on est sûr d'avoir fait une crise, mais le système a enregistré à T moins 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 5 minutes, et qui va voir au fur et à mesure de crise qu'avant, il y avait peut-être telle chose qui se passait, telle autre chose qui se passait au niveau du corps, et surtout si on a enregistré plusieurs données, ce que j'appelais tout à l'heure biométriques, donc le muscle, le mouvement, la température, peut-être à l'avenir aussi associé à des électrodes pour enregistrer les l'électroencéphalographie, qui pourra c'est pas forcément prédire, mais en tout cas dire là, il y a tels indicateurs qui souvent, dans 80% des cas, vous risquez de faire une crise dans les 5 minutes qui viennent et envoie une alerte pour que la personne puisse se mettre en protection, dit bah là je suis en voiture, je vais m'arrêter, ou là je suis dans la rue, ou je cours, bah, je vais peut-être me poser et m'asseoir sur un banc. Donc voilà. Mais pour l'instant, c'est très compliqué, on n'a pas encore de système vraiment fiable et surtout d'un point de vue technique, même sur les systèmes, vous voyez bien que ça nécessite d'analyser beaucoup de données, d'être très rapide dans l'analyse et sur des systèmes portatifs, il faut quand même qu'on ait des processeurs qui soient très performants pour faire l'analyse et surtout avoir des accumulateurs d'énergie suffisamment puissants mais miniatures pour pouvoir tenir sur 72 heures. On peut avoir des Q qui marchent mais qui vont marcher qu'une heure. Scientifiquement, c'est intéressant, mais pour la personne concernée, pas trop. Si toutes les heures, elle est obligée de recharger son système, c'est pas trop intéressant pour lui. Et là, justement, sur ce que j'aborde là, c'est ce qui est important, c'est que dans tout ce développement, parce qu'on peut être là, les médecins, les ingénieurs, puis c'est génial ce qu'on va faire, ça va nous aider, etc. Mais il faut pas oublier quand même que ça concerne des personnes et que dans tout ce développement, il faut être attentif à ce que les personnes épileptiques et les aidants attendent et qu'il y ait un retour entre ce qu'on souhaite développer et ce que les patients attendent et ce qu'ils sont prêts à utiliser. Et donc là, on est vraiment dans l'acceptabilité de ces systèmes connectés ou même d'un chien, et pas forcément que d'électronique, sur ces objets qu'on propose et qu'on va proposer à l'avenir. Et cette acceptabilité, ça a plusieurs étapes. C'est déjà la représentativité des patients. Ça leur évoque quoi quand on leur parle d'objets connectés, de systèmes de détection de crise. Ensuite, il y a la phase d'acceptabilité, d'acceptation et ensuite de validation. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent dire oui, je vois ce que c'est, j'accepte le concept, je serai prêt à utiliser ce système qui me convient bien. Et puis après, dans la vraie vie, combien de temps ils l'utilisent parce que, comme vous voyez dans tout ce que je viens de dire, ça nécessite beaucoup de temps humain. Mais bon, ça c'est notre métier, que ce soit nous médecins ou ingénieurs, mais aussi beaucoup de moyens financiers. Et pour qu'à la fin on accouche d'une souris, c'est pas très intéressant, ni pour nous et surtout ni pour les personnes et les aidants concernés. Donc c'est pour ça que à chaque étape, il faut quand même être attentif au retour des personnes pour qui on développe ces systèmes. En introduction, je vous ai quand même montré il y a des patients sur ce que les chercheurs devraient se focaliser pour essayer d'améliorer leur qualité de vie. Mais c'est pas parce qu'ils ont dit ça à un moment T que après on développe nos trucs et on dit bah voilà c'est ça, c'est ce que vous vouliez, utilisez-le. Il faut quand même être attentif tout le long du cheminement dans le développement de ces systèmes, quels qu'ils soient. Et également être attentif à ce que ça améliore vraiment leur qualité de vie. C'est-à-dire que oui, c'est génial votre système, ouais, je l'utilise, mais en pratique, est-ce qu'une amélioration de la qualité de vie? C'est quand même ça le but ultime de ces personnes, qu'elles puissent avoir une vie la plus normale. Je ne sais pas si le mot normal est pertinent, mais en tout cas, qui leur permettent de sortir de chez eux, d'avoir une vie sociale, malgré le risque de faire une crise qu'on ne contrôle pas, de pouvoir avoir des activités sportives, de pouvoir faire des démarches administratives sans être dans la peur de faire une crise. Et quand je dis ça, je reviens à la personnalisation. Une fois qu'on a des systèmes
qui prédit, mais là je vous dis c'est un peu du futur, mais en tout cas qui détecte des crises, on pourra, je pense, faire un chronotype précis pour un patient donné. Quand je parle chronotype, c'est que la survenue des crises, je disais que c'est aléatoire, mais peut-être pas si aléatoire que ça. Il y a des études qui montrent que pour une personne donnée, la survenue des crises n'est pas c'est pas le hasard. Et que si on a effectivement des systèmes qui détectent 100% des crises, on pourra vraiment faire une courbe en disant, ben, pour une personne, ben, il semble que vous, quand même, 80% de vos crises surviennent en fin de journée, les jeudi, vendredi, samedi. Donc, si vous faites des activités à risque, faut aussi mettre à risque entre guillemets, ben, faites-les plutôt lundi, mardi, ou faites-les plutôt le matin en fin de semaine. Donc voilà, donc on va arriver quand même sur des systèmes qui vont nous permettre vraiment, nous, soignants, d'être dans des accompagnements de soins personnalisés. Et c'est là où on aborde la dernière partie de mon propos. Quelle remontée d'informations est importante à un neurologue? Là, on était pas dans la science-fiction, mais quand même dans la technologie. Mais après, il faut revenir pragmatique. Moi, je suis un neurologue de terrain comme beaucoup de confrères et je vois des patients en consultation et là il faut qu'à un moment T je propose des choses pertinentes. Alors comme je dis, je propose, après c'est le patient qui dispose, mais pour qu'il dispose il faut que je lui donne des informations pertinentes et rester professionnel. Donc nous, ce qui est important, si on revient sur le terrain de la consultation, c'est d'avoir effectivement l'agenda des crises. Alors actuellement, on n'est pas encore sur des systèmes d'objets connectés qui nous permettent d'être fiables à 100%, donc ça reste sur le reporting, enfin le retour des patients ou de leurs aidants. Et après, il faut qu'on ait un langage commun. Il faut qu'on se comprenne. Dire, j'ai fait une crise focale. Bon, moi, j'ai mon interprétation de ce que c'est une crise focale. Le patient lui a son interprétation. Les aidants familiaux ont la leur et les aidants professionnels ont peut-être leur interprétation aussi. Et du coup, personne ne dit la même chose. On peut avoir un verre. Il y en a qui pour eux, la représentation, c'est un verre à champagne, l'autre un verre à eau, l'autre un verre à moutarde. Bon, ok, c'est un verre, mais c'est pas la même chose. Et on met pas la même chose dans ces différents verres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'avoir une description précise de ce qui se passe cliniquement. Précise, ça veut pas dire utiliser des mots compliqués. C'est des mots simples que tout le monde comprend. De dire, le patient dit, ben, quand je commence à avoir ma crise, j'ai mal au ventre, ça monte à mon niveau du cou, après je me rappelle plus, et que les accompagnants familiaux ou professionnels disent, bah, nous, quand il y a ça, on le voit qu'il devient tout blanc, il y a les yeux qui tournent à droite, il y a son bras droit qui bouge et qui se lève, et puis après, ça s'arrête au bout de 30 secondes, et il lui faut 30 secondes pour reprendre conscience. Conscience, ça veut dire être dans l'interaction. Voilà. Bon. Et tout le monde dit la même chose. Et on sait maintenant, quand les patients nous rapporteront les crises ou leur agenda, bah, que quand ils ont mis si ça c'est il fait plusieurs types de crises et ça que c'est le crise de type A, bah, le type A c'est ça. Type B, bah, ça peut être ça, puis après il chute par terre, et puis après il y a des mouvements des 4 membres, désordonnés, etc. Voilà, mais il faut passer du temps, tous les accompagnants, à bien décrire ce qui se passe pour qu'on soit pertinent ensuite dans l'analyse. Sinon, on est dans du fumeux et on n'avance à rien, on fait des choix thérapeutiques qui ne sont pas forcément pertinents, avec des effets secondaires qu'il peut y avoir. Donc il faut être attentif à ça, mais il faut noter les crises. Ça, on ne peut pas travailler, enfin en tout cas moi je ne peux pas travailler sans ça, parce qu'après tout déroule de ça. L'accompagnement, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller faire de la piscine? Est-ce que je peux aller au cinéma? Est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux conduire? Voilà. Si on n'a pas la fréquence des crises, le type de crise, avec des définitions partagées par tout le monde, c'est impossible. C'est pas compliqué, c'est impossible de répondre de façon personnalisée à cette personne-là. On peut donner des règles générales, ben, pour le permis de conduire, il ne faut pas avoir fait de crise depuis un an, il faut, si vous faites des crises que nocturnes, vous avez le droit, etc., etc. Mais on reste très général. La personne dit, bon, d'accord, mais moi, j'ai le droit de conduire ou j'ai pas le droit de conduire? Bah, ça dépend. Enfin, voilà. Donc, on sort de la consultation où le médecin, bon, il pense avoir fait son boulot, mais le patient, il n'est pas sorti avec des réponses bien claires. Donc, voilà. Il n'y a qu'une chose à retenir, c'est qu'une description partagée avec des mots simples et validée par tous les intervenants de la personne et la personne elle-même, hein, personne, patient, acteur, c'est très important. Voilà,
Je pense, enfin j'espère, avoir répondu de façon claire et simple à ces différentes questions que vous avez posées, en tout cas qui a émané du groupe de travail lors du comité de pilotage. Et si jamais ça n'a pas suffi ou qu'il y a d'autres questions éventuellement qui vont découler de cette présentation, eh ben, on sera prêt à en faire une autre si c'est nécessaire. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt.